Si c'est mieux. Bonjour, alors je Il y a le son là, quand il Nickel. parle. suis Ah, Robert Ouais, ouais. Poula, je Ouais, suis super. Oui. coprésident de merci. l'association Énergie sans frontières depuis cette année, puisqu'avant j'étais vice-président. Je suis dans l'association depuis une vingtaine d'années, on dira dans les grandes lignes, voilà, et j'œuvre pour l'association en termes de bénévoles, comme tous les gens de l'association. Alors cette association, elle est née de personnes qui travaillaient à EDF et GDF en 1988, si je me souviens bien. Donc ces gens-là ont commencé à créer une petite association. Il y avait 4 personnes au départ, et puis elle a commencé à grandir parce que des agents, des personnes de l'EDF ou de GDF avaient envie de s'investir un petit peu dans ces missions qui permettaient à des gens de vivre mieux. Et elle a grossi, elle a grossi. Aujourd'hui, on en est arrivé à 180 personnes. Il n'y a aucun salarié dans l'association. On est beaucoup de retraités, mais il y a aussi des actifs qui viennent travailler dans l'association. Alors, vos missions demandent des déplacements surtout, vous disiez tout à l'heure, dans les pays en voie de développement, pays africains, sur le continent africain. Alors la plupart, c'est en Afrique, mais on a beaucoup travaillé en Asie aussi, et un petit peu en Amérique du Sud, en Haïti surtout. Donc maintenant, ça se recentre beaucoup sur l'Afrique, parce que maintenant, l'Asie, ils sont arrivés à un niveau de développement suffisant. Ils ont besoin de formation, mais moins de réalisation. Donc on fait beaucoup de formation au Vietnam notamment. Par contre, en Afrique, oui, en Afrique, à Madagascar, on est présent, on fait beaucoup de missions. On fait 3 ou 4 missions par an, notamment en Afrique ou Madagascar. Alors, on fait des missions de réalisation. Bon, avant ces réalisations, il y a une étude qui est faite, bien sûr. Et en plus, maintenant, on fait de la formation. On a installé un centre de formation au Sénégal. Alors, au départ, c'était à Dakar. Maintenant, il est un peu mobile dans le Sénégal. Donc, c'est vraiment de la formation au métier de l'électricité. Pour eux, c'est aussi un moyen de survie. Parce que lorsqu'ils ont, je dirais, entre guillemets, ce métier dans les mains, ils peuvent travailler et gagner leur vie. Et gagner la vie de leur famille, parce qu'ils travaillent pour leur famille, quoi, en général. On travaille dans des écoles, on travaille dans des centres de santé, dans des collèges, et puis dans des villages qui sont perdus dans la savane ou dans la brousse. Ouais. Mais on a toujours notre siège social à Cessiné, et maintenant on a un local à Iseron, où on a nos bureaux et un grand dépôt où on prépare nos missions. Et c'est le lieu où on a fait un centre de formation aussi. Donc on a beaucoup de gens de la région grenobloise, de la région Valence, de Lyon. Les demandes arrivent par les pays. Donc soit par un village, par un chef de village qui nous interpelle parce qu'il a eu connaissance de Énergie sans frontières, soit par des associations qui nous envoient des demandes. Donc après chez nous, la demande est examinée on a une commission projet. Donc ce projet est analysé pour voir s'il correspond à l'éthique d'énergie. Ensuite, ce projet, il passe au conseil d'administration et c'est le conseil d'administration qui décide si on envoie une mission d'identification. Donc en général, il y a 2 personnes de l'association qui vont dans le pays. Donc sur place, on a toujours un contact sur place parce que sinon on n'irait pas. Alors on a des financeurs, des institutionnels, notamment la Fondation EDF, la Fondation Schneider, on a la CNR, on a les syndicats départementaux d'électrification de la région Rhône-Alpes, et puis tout un tas de donateurs, des mairies, des communes. Et on fait de la formation en France aussi. Enfin, c'est du partenariat plus que de la formation. On est en lien avec notamment le collège de Chirins, avec des jeunes qui sont un petit peu en difficulté, donc on leur amène un peu de matériel, on leur apprend à construire des petites maquettes. Et ces maquettes, après, on les envoie dans les pays, alors en Afrique. Et notamment, en ce moment, on travaille beaucoup avec l'Ukraine aussi. Donc ces petits montages vont en Ukraine aussi. Je dirais, on a un réseau de distribution qui nous permet d'aller en Afrique, en Asie. Et en Ukraine, dernièrement, là, on a des camions qui partent assez régulièrement, 2 ou 3 dans l'année. Le projet prochain, c'est quoi? Et on a un gros projet à Madagascar en ce moment, en Bodimampé, c'est la construction d'une turbine. Donc la construction d'un canal d'amener, la construction d'une turbine avec un alternateur, la pose d'un alternateur. Ensuite, toute la distribution pour aller au village. C'est un chantier qui a débuté il y a 2 ans déjà et qui va continuer encore au mois de novembre là. Comment on peut vous aider? Alors nous, on cherche toujours des gens avec des compétences qui pourraient venir
sur des missions, des gens avec, je dirais, une santé assez bonne parce que on vit dans des conditions qui sont un peu difficiles. Et puis des dons en numéraire, forcément, Voilà. bien sûr, oui. Alors, vous avez un site internet. On va tout mettre dans la description de cette vidéo pour que les gens puissent mieux vous connaître. Et, eh ben, on va vous souhaiter à vous et l'ensemble de vos bénévoles, 180, hein, Environ 180, c'est ça, oui. c'est beaucoup de Oui, personnes en tout cas oui, qui oui. œuvrent pour, Surtout tous des bénévoles, ça bien c'est. sûr, tous des bénévoles J'insiste là-dessus, oui. pour le bien-être et l'avenir de nos prochains. Et ça, ça le mérite d'être souligné quand même. Ce qui permettrait peut-être à des gens qui habitent notamment en Afrique de pouvoir vivre chez eux avec leurs racines, avec leur culture. Donc on essaie de les aider dans ce sens-là aussi. Voilà, j'ai trouvé que cette vidéo était vraiment une très très bonne synthèse de l'action d'ESF. Donc le site principal est à Iseron, ici, et il y a un autre dépôt qui est à Ampuis, qui sert à faire du stockage, qui est aussi un des gros sites de ESF. Je vais revenir maintenant sur le projet d'Embodiment P. Voici l'équipe qui était présente lors de la mission de novembre 2024. Donc, vous avez à gauche Julien, qui est l'initiateur du projet, qui est venu démarcher ESF il y a plusieurs années maintenant pour essayer d'amener l'électricité dans le village où il est né. Julien est vétérinaire à 2 jours de transport de son village natal. Et il doit gérer notamment, je crois, la santé de 40 000 bovins. Donc, il est responsable de ça. Laurent, qui est le chef de projet côté français. Laurent travaille au centre d'ingénierie hydraulique à Grenoble. Il se charge de coordonner l'ensemble du projet, de trouver les financements, de trouver les compétences nécessaires. Georges, qui est responsable du lot production, c'est-à-dire qu'il était sur site pour construire, il a déjà fait plusieurs missions pour construire le barrage, la canal d'amener, la centrale, mettre en place prochainement la turbine. Eric, lui, qui est responsable plus du lot formation, euh, qui s'occupe de s'assurer que voilà, de former les villageois parce qu'on amène l'électricité, mais on amène aussi le risque de s'électrocuter. Donc il y a des mécanismes à avoir qui n'ont pas forcément. Et donc Eric a monté tout ce côté-là. Et puis il y a aussi le lot, comme il va falloir que les personnes sur place soient capables de gérer cette centrale, Eric s'occupe aussi de s'assurer qu'on les forme au fonctionnement de la centrale et à sa maintenance. Marius, il s'occupe du lot distribution, c'est-à-dire répartir, ramener l'électricité depuis notre centrale de production jusqu'à la distribution dans le village. Euh, Marius est un ancien d'Enedis, donc il connaît bien tous ces sujets-là. Et Dim Bisson habite dans le village. Il sera notamment le futur. Il est présent à toutes les missions et il est très bon au niveau construction. Et il s'occupera de gérer la centrale au quotidien une fois qu'elle fonctionnera. Donc les 6 personnes du haut, c'est vraiment les piliers du projet. Et les personnes du bas, c'est des personnes qui sont venues plus spécifiquement travailler pour cette mission-là, qui connaissaient moins le projet. Donc il y a Joël, qui est retraité, qui était gérant de centre de vacances. Euh, Gilles, qui est un ancien pompier. Alain, qui est roumain et qui euh, son métier, c'est de monter des séjours à l'étranger, euh,
depuis la Roumanie. Euh, Joël, qui est travaillé à la DTV, qui est spécialiste du contrôle des soudures, mais qui n'a pas eu de chance sur ce coup-là, puisque la conduite qu'on a mis, elle est en résine et en fibre de verre, donc il n'y a pas de soudure. Euh, et Jean Morel, qui est enseignant dans le village d'Ambodi-Mempé, donc qui habite sur place, euh, et qui nous a aussi énormément aidé pour la construction du chantier et pour aussi faire les formations qu'on a animées pendant notre présence sur place. Et puis moi. Moi, je suis. Moi, c'est mon métier de construire les centrales hydroélectriques de par mon activité professionnelle. Euh, Ça, c'est on va dire, les 12 personnes qui porteurs de projet, mais on n'aurait rien pu faire sans les centaines de villageois qui sont venus nous aider tout au long de cette mission pendant un mois et demi. Faut savoir que tous les jours, en moyenne, on avait entre 30 et 40 villageois qui venaient nous aider sur les différents sites de construction. On a même eu certains jours jusqu'à 200 villageois pour nous aider. Euh, il y avait beaucoup d'hommes, mais il y avait aussi beaucoup de femmes qui venaient nous aider. Alors, ils se mélangent pas trop, je sais pas pourquoi, mais c'est culturel, c'est comme ça. Et puis on avait aussi sur le camp dans lequel on habitait, euh, Germaine, qui était en charge de toute la logistique de la nourriture. Et on va voir que le site est loin de tout, donc c'était pas simple. Germaine aussi s'occupait d'organiser la nourriture les ouvriers quand ils venaient nous aider sur site. Enfin les ouvriers, les villageois quand ils venaient nous aider sur site, ils étaient nourris. Et donc Germaine nourrissait à la fois, s'occuper d'organiser la gestion de la nourriture pour les intervenants que vous avez vus au-dessus, et puis les villageois le midi. Et puis Nancy, qui est la fille de Germaine, qui était souvent sur le campement, parce que il fallait bien que quelqu'un s'occupe de Nancy. Mais c'était un vrai réel plaisir de croiser Nancy régulièrement. Donc ça, c'est un premier aperçu. Euh, Maintenant, je vais vous présenter rapidement Madagascar. Madagascar, c'est un peu plus grand que la France. Il y a 30 millions d'habitants. Euh, la population a doublé depuis 2000. Par comparaison, en France, la population, je crois, a augmenté de 5% depuis 2000. C'est un pays voire très pauvre. Euh, En termes d'indice de développement humain, on voit qu'on est au même niveau que beaucoup de pays d'Afrique, de l'Afghanistan. Donc, il y a quelques pays qui sont encore derrière au cœur de l'Afrique. Euh, on va dire que l'indice de développement humain a trois composantes. Il y a le PIB par habitant, où là on voit que Madagascar est assez mal classé. Euh, on a du mal à générer des richesses pécuniaires, on va dire. Euh, L'autre facteur, c'est l'espérance de vie. Là, Madagascar est pas trop mal classé parce que je crois qu'elle est de 64 ans. Et puis, il y rentre aussi la durée de la scolarité. Et il y a, bah, sur cet aspect-là, c'est à Madagascar, marche pas trop mal aussi. On le constate sur site, il y a beaucoup d'enfants scolarisés. Euh, voilà, pour avoir un peu une idée de comparaison, le PIB moyen par habitant d'un Français, c'est 27 fois celui d'un Malgache, quoi. Donc il y a beaucoup de points forts et de points faibles pour ça un tableau très rapide. Euh, des réserves minières, un potentiel agricole important, des possibilités de développement du tourisme. Parce que les paysages sont vraiment très beaux.
les habitants très sympas. Euh, un pays qui est endetté, mais quand on dit une dette publique concessionnelle, c'est une dette qui est auprès des instances internationales, donc avec un taux maîtrisé, d'intérêt maîtrisé et assez bas. Euh, j'ai rajouté une biodiversité endémique exceptionnelle. 90% des espèces présentes sont endémiques, c'est-à-dire qu'on les trouve qu'à Madagascar. Donc c'est vraiment un patrimoine vraiment exceptionnel. Et puis bah, de nombreux points faibles aussi, c'est que l'activité économique n'est pas très développée. Elle repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage et le secteur minier. On va le voir plus tard, mais c'est très fortement exposé aux problèmes de, de climatiques, que ce soit les sécheresses ou les ouragans, enfin les cyclones. Euh, on l'a vu récemment avec Mayotte, qui se trouve très proche de Madagascar. Voilà, 80% des gens qui peuvent avoir de difficultés à se nourrir. Voilà, forte dépendance aux aides étrangères. Les infrastructures, nous, on a pu le constater sur site. On va le voir plus loin. Les infrastructures routières sont vraiment en assez mauvais état et un sérieux problème de corruption et d'instabilité politique. On peut rajouter un des problèmes importants aussi à Madagascar, c'est la déforestation. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens, le bois est utilisé pour, euh, pour cuisiner et pour la construction, principalement pour cuisiner. Et on va aussi déforester pour euh, créer des zones de culture. Il y a aussi une pratique très répandue qui est la culture sur brûlis, c'est-à-dire que on fait brûler les zones de forêt ou les champs parce qu'après, avec la cendre, ça vient servir d'engrais. Mais s'il y a des fortes pluies après le brûlage, ça va laisser emporter tout le terrain, on va dire toute la terre organique. Et il restera plus que la latérite le champ va devenir stérile. Alors, nous, où on va, c'est pas trop le cas, mais parce que Ambodimampé, c'est dans la partie très verte ici de Madagascar, qui est la partie là très, très arrosée. On le voit là sur les graphiques ici, qui est la pluviométrie moyenne. On voit qu'on a 3 mètres de pluie, donc c'est 5 fois plus qu'en France sur toute la côte est. Et par contre, la côte ouest, elle est beaucoup plus aride, puisque là, on retrouve des valeurs de pluie qui correspondent au sud de la France, mais avec une très forte variabilité, puisque si vous regardez, par exemple, ici, tous les 10 ans, il y a des zones entières de Madagascar où il pleut pas dans l'année. Donc, c'est les zones en rouge sur ce schéma-là. Donc, comme il n'y a pas vraiment de système d'irrigation, bah, il pleut pas, ça pousse pas. Donc, les zones en rouge ici peuvent être fortement sujettes à des périodes de famine. Heureusement, Ambodimampé, pour ça, est plutôt bien arrosé, ce qui est plutôt mieux pour faire de l'hydroélectricité, puisque si on n'a pas d'eau, on ne peut pas faire de l'hydroélectricité. J'ai dit tout à l'heure, un des autres problèmes, c'est les cyclones. Là, ici, vous avez les trajectoires des cyclones euh, entre 2023 et 2024. Donc, si vous n'avez pas de chance, vous êtes sur le trajet de l'un d'eux et on voit que c'est difficilement prévisible. Ils ont vraiment des trajectoires aléatoires. Donc, c'est vrai que les Malgaches surveillent de près les trajectoires des cyclones parce que bah voilà, ça peut être très dévastateur, plus pour des problèmes de vent que de. Enfin, il y a des problèmes de pluie, mais ce qui est très dévastateur, c'est le vent associé au cyclone. Et on voit que bah, il y en a un qui est passé pas loin d'Ambodimampé en 2023. Et on verra plus loin que ça a eu de lourdes conséquences pour notre projet.
Ça c'est le cyclone qui est passé en décembre à Mayotte. On en parle beaucoup actuellement en France. Euh, le, donc on voit qu'il s'est formé là, il avec une intensité assez faible. Il est chargé par l'évaporation de la mer. Il a atteint sa puissance maximum au passage de Mayotte. Puis après, quand il arrive dans les terres, il redevient ce qu'on appelle je crois, une tempête tropicale et son intensité baisse fortement. Euh, je crois pas que ça ait généré trop de problèmes. Il était assez loin de Embodiment MP, ça n'a pas trop posé de soucis, je crois. Euh, Parce qu'à ce moment-là, une partie de l'équipe était encore sur place. Voilà. Euh, donc, Embodiment MP, c'est ici. Euh, pour y aller, on est obligé d'atterrir soit à Antananarive, soit directement à Tamatave. Si on arrive à Antananarive, on reprend un avion. Enfin, c'est ce qu'on a fait cette fois-ci. Ensuite, on a repris un bus pour aller jusqu'à Ivongo. À Ivongo, on a pris un bateau pour aller à Mananara. Et Mananara, on a pris un 4x4 pour monter jusqu'à euh, Amodimampe. Euh, je vais vous parler maintenant des ressources. Alors, le village d'Amodimampe, il vit principalement de la culture de la vanille, donc il est ici. On voit qu'il est à la fois dans la zone de production de vanille, dans la zone de production de clous de girofle et dans la zone de production du riz. Voilà. Donc ici, vous avez, là, c'est une illustration. Ça, c'est l'arbre giroflier. Ça, c'est les clous de girofle quand ils sont sur l'arbre. Et ensuite, on les fait sécher là où c'est le plus sec, c'est-à-dire dans la rue, euh, principalement pour l'exportation. L'autre culture, c'est la vanille. La vanille, c'est une plante grimpante. Donc du coup, on cultive beaucoup de petits arbustes pour faire grimper la vanille dessus. Et autour d'un body MP, il y en a vraiment partout. C'est vraiment la vanille, c'est vraiment la principale source de revenus du village d'un body MP, je pense. Le, le problème de la vanille, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais son cours fluctue énormément. Donc, il y a eu des périodes notamment de 2015 à 2020, où le cours était très élevé. Et donc, c'était plus confortable pour les habitants d'un maudit Mempé. Mais par contre, le cours est maintenant redescendu, donc la vue est plus difficile. Là, vous avez une vue du village d'Ambodimempé. Euh, donc on voit il y a quelques constructions en béton, sinon c'est essentiellement des constructions euh, de bambou et de tôle ondulée. On voit aussi que la nature est très luxuriante. On est bien dans la partie assez arrosée de Madagascar. Ça, c'est une vue plus éloignée. Et les, en- alors, il faut savoir que toutes les versants là sont, servent aussi à produire de la vanille. Donc, tous les champs tout autour du village servent à produire enfin les champs, les versants servent à produire de la vanille. Et quand c'est un peu plus bas, on s'en sert pour produire du riz. Donc là vous voyez ce qui est vert, là c'est les rizières et là c'est le centre du village. Euh, Là c'est la rue principale d'Ambodimempé avec nos tourées de câbles qu'on a laissé traîner pendant 2 semaines dans la rue principale. Et ça n'a pas gêné grand monde parce qu'il y a à peu près, je dirais, peut-être un 4x4 par semaine qui arrive à Embodiment. Donc voilà, ça donne une idée de. Alors là, je sais pas pourquoi c'est vide parce qu'il y a toujours du monde d'habitude, mais là, c'est un exemple typique. Donc là, c'était pour une fête, donc il y avait plusieurs marmites à cuire. Enfin, une fête. C'était pas vraiment une fête parce que c'était un enterrement, mais il y avait plusieurs marmites qui cuisaient en même temps.
et ça vous donne une idée de l'habitat traditionnel, on dirait la maison moyenne de ce qu'on trouve en Body-MP, quoi. Sauf que plus souvent le toit, celle-là doit pas être vraiment habité. Souvent quand c'est habité, le toit est plutôt en tôle ondulée, c'est plus étanche. Parce que en Body MP, là c'était la saison sèche. Euh, mais 6 mois par an, c'est tellement humide que c'est quasiment inaccessible. En tout cas, pas en 4x4. On peut accéder en pirogue pendant la période humide, mais c'est un peu long. Ça, c'est pour dire que derrière ces photos très jolies, il y a quand même euh, celui qui tousse, s'il peut couper son micro, ça nous aiderait beaucoup. Euh, le- Là, c'est la photo de la chambre d'hôpital du dispensaire qu'on a eu la chance de visiter pour 40 000 habitants. Donc, on est encore pour aller jusqu'à cet hôpital, vous avez 2 heures de 4x4 ou une journée de marche, une petite journée de marche. Euh, et on voit bon, bah, l'état, je dis surtout ça pour les Français qui sont connectés. Voilà, et sachant que c'est l'hôpital, mais il n'y a pas d'accès aux médicaments non plus. Pour avoir les médicaments, il faut aller les acheter probablement à la prochaine pharmacie qui est encore à plusieurs heures de marche. Je crois pas qu'il y en ait. J'en ai. Enfin, si ma gage connectée peuvent compléter, mais je crois pas que à Sandra Katsi ou en Batouaran, il y ait une pharmacie très pourvue. Et ça, c'était pour dire que l'école marche pas si mal. C'est vrai qu'à Body-MP, on a croisé quand même pas mal malgré l'isolement du site, les enfants vont à l'école. Donc, je vais vous expliquer le trajet pour y aller, ce qui prend déjà une petite semaine. Euh, on commence par 10 heures enfin, on reprend un vol interne. Après, on fait 10 heures de route pour aller à Tamatave. Ensuite, on fait 10 heures de route pour aller à Ivongo. 8 heures de bateau de nuit pour aller à Manana et 7 heures de 4. Et on est obligé de prendre des marges parce que on n'est jamais à l'abri d'une panne. Parce que les routes bon, bah, sollicitent énormément la mécanique. Là, j'espère que ça marche. Ça, c'est la route nationale. Donc, on peut rouler maximum on va dire, en moyenne à 20-30 km heure. Et là, c'était notre bus. Donc, bon, on était 20 dans un bus de 15 avec des canards sur le toit. Et on était tombé en panne. Donc, on a fini par réussir enfin, le chauffeur fini par réussir à réparer. Mais on a attendu 1 heure ou 2 au milieu de la route là, avant de pouvoir repartir. Est-ce que je peux revenir à mon écran? Ouais. Ici, c'est le trajet en bateau. Alors, qui est pas trop mal, mais les sièges sont à. Attendez, il y a un problème. Hop, hop. Les sièges sont à la taille des Malgaches, qui sont plus petits que nous, donc que les Français en taille, et du coup c'est assez serré. Mais voilà, c'était de jour ça aurait été marrant, de nuit c'était un peu long. Euh, et derrière, bah, on enchaîne avec 7 heures de 4x4. Donc, si vous connaissez l'émission Les Routes de l'Impossible, c'est pareil. Donc là, vous avez le pont qui a été cassé par une crue. Là, le nouveau pont qu'on aperçoit, mais qu'on n'a pas le droit de prendre tant qu'il n'a pas été inauguré par le président ou je ne sais pas par qui. Et du coup, en attendant, ils ont construit un pont en bambou flottant. Bon, c'est pas hyper profond hein, dessous, mais
Voilà, pour donner une idée du type de trajet. Et en fait, là c'est la saison sèche, donc la terre est assez douce, mais sinon la plupart du temps c'est assez humide et très glissant, et c'est de la latérite, donc c'est de on va dire l'argile. Et à force que les 4x4 passent, bah, ça a complètement creusé la terre, et on voit que le niveau de la route se retrouve 2 voire 3 mètres en dessous du niveau du, d'origine. Donc pour pouvoir circuler, ils ont des 4x4 Toyota Hilux, tous les mêmes modèles, comme ça on peut interchanger les pièces entre les 4x4. Ouais. Et ces 4x4 en fait sont rehaussés, et on met des gros pneus euh, pour pouvoir arriver à circuler sur ces pistes. En soi, c'est pas très dangereux parce qu'on voit que le monsieur qui marche à côté va à peu près aussi vite que le 4x4. Donc le risque d'accident est limité. Par contre, quand vous devez vous croiser, c'est assez problématique parce que si vous êtes au fond de la tranchée, refaire le même circuit en marche arrière, il faut qu'il y en ait un qui fasse marche arrière, c'est pas évident. Et puis, bah, donc vous avez vu la route nationale avec des gros trous, on peut rouler à 20 km/h. Les routes secondaires, il y a des parties qu'on est obligé de faire en bateau parce que la route n'est plus praticable. Et là, ça c'est une carte de 2008 qui dit que la route entre Mananaar et Sandrakatsi, avant d'arriver à Andinoté, est censée être goudronnée, mais on a vu des traces de goudron. Alors, je pense qu'elle a dû être goudronnée, mais il y a plus longtemps que ça. Et maintenant, bah, dès que c'est plus goudronné, comme dessous c'est de la latérite qui devient de l'argile dès qu'il pleut, bah, ça se creuse et ça devient très compliqué de circuler. Voilà les 4x4 qu'ils sont obligés d'utiliser, sachant que bah, du coup, ils sont fortement sollicités et tombent régulièrement en panne. Donc ça, c'est une fois qu'on est arrivé au village d'Ambodimampé, on a été vraiment extrêmement bien accueillis. Ils ne voient pas souvent des Blancs qui font le trajet jusque-là. Et enfin, c'était vraiment très émouvant. On va donner un exemple de l'accueil qu'on a reçu. C'est vraiment génial. Ouais. Voilà pour un premier tableau de comment aller jusqu'à Ambodimampé, puis un premier portrait rapide de Madagascar et d'Ambodimampé. Je vais vous parler maintenant de quelques chiffres techniques pour ceux qui aiment la technique. Il y a des ingénieurs connectés, alors ils font un peu de technique. Euh, la centrale fait 60 mètres de chute, la turbine fait 65 kW. C'est une turbine de type Banqui Crossflow de marque JLA qui a l'habitude de faire des turbines pour des sites isolés. Euh, la spécificité, c'est que comme on n'est pas raccordé, c'est un réseau isolé, donc il faut en permanence que, comme à l'échelle du réseau européen, il y a un équilibre entre la production d'électricité et la consommation. Donc, ce qui est fait pour que donc la turbine, elle produit à peu près tout le temps la même puissance. Et ensuite, bah, l'énergie qui n'est pas utilisée par le réseau électrique, il y a des régulateurs électroniques qui viennent envoyer l'électricité dans ces grosses résistances, qui sont plus ou moins des gros radiateurs qui trempent dans l'eau et qui viennent chauffer l'eau. Alors, l'eau chauffe pas.
Elle chauffe que de quelques degrés parce que c'est l'eau qu'on turbine et donc il y a un flux permanent qui vient qui vient refroidir ces résistances. Le fonctionnement de la turbine, euh, donc là, vous avez une vanne d'admission, l'eau arrive par ici, elle passe à travers la roue, donc ça fait tour, elle passe ici, c'est la même chose, la roue est derrière la plaque bleue là. C'est une roue qu'on appelle en cage d'écureuil, et elle tombe vers le bas, donc on voit ici sur le schéma ici. Cette rotation vient entraîner une courroie qu'on vient ici, et la courroie vient entraîner un alternateur, voilà, qui lui-même génère l'électricité. La conduite qu'on a installée, c'est une conduite en résine fibre de verre, qu'on appelle PRV, qui fait 330 cm de diamètre, 260 cm de long. On peut turbiner jusqu'à 150 litres seconde. Le montant global du projet, c'est de l'ordre de 450 000 euros. Et l'objectif, c'est d'alimenter un village de 2000 personnes environ. Euh, Entre l'usine et le village, il y a 1800 mètres. On va voir pourquoi juste après. Et du coup, c'est fait avec des câbles enterrés, isolés. Et donc, comme on voulait pouvoir garder la possibilité de faire tourner des moteurs, c'est du triphasé, donc il y a trois câbles. Là. Ah, tu peux prendre la main, Laurent, sur l'historique du projet? Oui, 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 oui. Il y a Michel Ou Munoz qui est là Michel? aussi, mais Michel, comme tu veux. Allez, Michel, à toi. Tu étais là à l'époque. Il n'a pas activé le micro. Ouais, bah alors l'origine du projet d'Embodiment Paix, c'est qu'en fait en 2014 jusqu'à 2017-2018, Énergie sans frontières est intervenue toujours dans la baie d'Antogil, hein, donc toujours au nord-est de Madagascar, dans deux villages, village d'Ambodifora et village d'Amanitzan, pour installer également des petites picoturbines. En Bodifora, c'était des petites turbines hélices de 1 kW. En Banizan, on était déjà sur la même technologie de turbine GLA de 20 kW pour un village aussi de plusieurs centaines de familles. Donc, un chantier qui a été mené sur 2 années. Une première année, réalisation du barrage, et la deuxième année, montage de la conduite et de la turbine. Et donc Julien, de par son métier, a eu connaissance de ces projets et donc a pris contact avec Énergie sans frontières. Et là, on a suivi le processus classique d'un projet à Énergie sans frontières, c'est-à-dire que un porteur de projet prépare pour le conseil d'administration un dossier. Quelle est la demande, quel est l'objet de la demande, quels sont les bénéficiaires, quelles sont les conditions de mise en œuvre, quelles sont les conditions de participation et de travail avec les villageois, et puis bon, les aspects plus, on va dire, plus techniques. Mais bon, les principales questions, c'est pour qui, pourquoi et comment. Et donc une identification, donc suite à cette validation, une identification permet à des personnes d'ESF d'aller sur site et de récolter l'ensemble des données sociales, économiques et techniques pour ensuite faire une étude et présenter un dossier au conseil d'administration de SF. La particularité d'Embodiment Paix, c'est qu'on est quand même sur un projet de puissance, de pico-hydro, mais quand même qui doit passer devant ce qu'on appelle l'ADER, donc l'Agence de développement de l'électrification rurale. Et donc, pour faire ce dossier d'études assez important, parce qu'il faut un dossier d'études techniques, un dossier d'études économiques, un business plan, un dossier d'études environnementales, un certain nombre de personnes ont été associées à ce projet, donc avec un appel à candidature sur un lot production, la turbine, le génie civil, un lot distribution,
donc le réseau, et un lot formation, puisque c'est un sujet également très important. Formation et gestion, c'est l'un des thèmes importants regardés par l'ADER également, la pérennité économique du problème. Bon, ces études ont pris un peu de temps parce qu'on est tombé dans le Covid, mais en tout cas, donc, dans les années 2020, 2022, on a pu présenter un dossier à l'ADER qu'il a accepté sans trop de problèmes. Bon, l'ADER est plutôt habitué à des projets style APE, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, études économiques, parce que bon, c'est des projets avec des bailleurs assez importants. On leur a dit qu'on était une association de bénévoles et ils ont accepté notre dossier de projet sans problème. On a eu le quitus technique et environnemental au 1er janvier 2023 et on avait un peu anticipé cet accord, ce qui fait qu'en janvier-février 2023, une première mission s'est réalisée, toujours avec Georges comme chef de mission. L'expérience qu'il avait, donc parce que Georges avait déjà réalisé les missions dans Banizan et dans Bodifora, donc connaît parfaitement ce coin du pays, connaît parfaitement le sujet technique et les aspects d'organisation. Il maîtrise ça comme un chef. Et donc en janvier-février 2023, une mission pratiquement identique dans ces conditions logistiques, dans ces conditions de mise en œuvre, a permis de réaliser le seuil des versants, donc le barrage en rivière. On n'a pas appelé ça barrage, on a appelé ça seuil des versants parce qu'il n'est pas très haut, et la prise d'eau. Voilà. Donc, de 2019 à 2022, des études, et puis la recherche de fonds, hein, dès 2023, 2022, la recherche de fonds auprès des bailleurs pour que la mission puisse se faire dès 2023, toujours dans les conditions qu'a indiqué donc Martin, c'est-à-dire avec les bénévoles de l'ESF travaillent avec les villageois. Ça, c'est très important. Voilà pour l'historique. Merci beaucoup. Donc là, c'est une vue générale de l'installation. On a donc ce qu'on appelle le barrage, mais effectivement, c'est plus un seuil. La microcentrale, et puis une piste à créer et une ligne d'évacuation d'énergie à créer pour rejoindre le village. On voit que le village est donc en rouge, c'est les sommets les plus hauts et en bleu le fond de la vallée. Le village est au fond d'une vallée. Et là, on capte un haut plateau. Le bassin versant est pas très grand finalement, mais on était pendant une période assez sèche, donc en novembre là, et il restait encore largement suffisamment d'eau pour pouvoir turbiner 150 litres seconde. J'ai essayé de faire une petite vidéo avec. Donc là, c'est le village avec une rivière, mais beaucoup plus plate, qui passe en fond de vallée. On, on peut se poser la question, pourquoi on s'est mis aussi loin du village? Et ben, je me suis posé la question moi aussi, et en fait, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Parce qu'ici, la rivière, elle est trop plate pour faire de l'hydroélectricité, on a besoin de dénivelé, mais pas trop raide non plus pour pas que la pose des conduites devienne trop compliquée, et de débit. Là, la partie de base de la rivière, plate de la rivière était trop plate. Ensuite, la rivière monte ici dans on va dire, vallon-là. Mais dans ce vallon-là, les pentes latérales sont trop abruptes. Ça aurait été vraiment très compliqué d'arriver à y poser la conduite. Et donc, je pense, dans la mission de finition, ils ont remonté le torrent jusqu'à trouver une zone plus clémente, c'est-à-dire une zone avec quand même un peu de pente, mais pas trop, et où on pourrait poser la conduite forcée. Ce qui nous amène sur ce site ici. Donc en bleu, vous avez le tracé de la future conduite,
Et en rouge, bah, c'est la piste qu'il a fallu créer, que les villageois ont créé à la pelle, à la pioche, principalement à la pelle, pour accéder. On verra ça tout de suite après. Là, c'est le haut plateau. D'ailleurs, il faut voir que toutes ces zones-là, les parcelles, les villageois savent. Alors, il n'y a pas de cadastre, mais ça se transmet de manière orale. Euh, les villageois savent à qui appartient chaque parcelle, et puis il y a des plantations de vanille partout. Et puis bah, là où il n'y a pas d'arbres, c'est plus des plantations ça peut être du maïs, ça peut être en bas, on a vu que c'était plutôt du riz. Voilà. Et donc ici, on voit le torrent, notre seuil de prise, le canal qui a déjà été réalisé, qui historiquement devait être plus long sur la première version du projet. Et puis finalement, on s'est ravisé, on a décidé d'installer la chambre de mise en charge plus près du barrage avec le départ de la conduite. Et ici, donc, le tracé de la route. Alors, bah, la route est réalisée maintenant grâce aux villageois, mais les images, ça, c'est le barrage et le canal ont été faits lors des premières missions, donc en 2019. Donc, les images satellites je crois que les images satellites datent de 2021. Alors, ça dépend. En fait, Google, comme il y a souvent des nuages, fait un mélange. Quand il y a des nuages, il récupère les images plus anciennes. Donc, je crois que là, les images que vous voyez d'un vert différent, c'est des images il y a différentes dates d'images satellites. Et voilà. Et donc là, on arrive au barrage. Et on va aller voir ça en vrai maintenant. C'est le tracé jusqu'au village. Donc ça, c'est le barrage donc, qui a été construit par, enfin le seuil, on va dire, par la première mission ESF, avec un canal qui longe le versant, et puis là, une chambre mise en charge. La chambre mise en charge, c'est ce qui permet de passer d'un écoulement de canal à surface libre, donc on voit l'eau, euh, à un écoulement, ce qu'on appelle en charge, donc dans un tuyau. Il faut voir que ce barrage a déjà une première utilité qui plaît beaucoup aux enfants du village, c'est que ça sert déjà de piscine. Mais bon, ils préféraient quand même avoir l'électricité, je pense. Euh, je vais revenir. Donc là, voilà. Et lors de notre arrivée sur site, on nous avait déjà un peu prévenu qu'il y avait eu un ravinement, mais il y en a eu un énorme ravinement. Parce qu'en fait, avec les cyclones dont on a parlé tout à l'heure, il y a eu un débordement qui a emporté tout ce terrain-là. Et du coup, là où on pensait mettre la conduite, bah, tout le terrain avait été emporté. Donc, réunion de crise. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est vue de l'aval. Ici, là en haut, il y a notre chambre de mise en charge. On devait faire passer les tuyaux bah, en plein milieu de la partie ravinée. On s'est dit, bah, on essaye de garder le même tracé, mais assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était vraiment impossible. Les versants sont trop raides, trop instables, c'était pas possible. Donc, ici, il y a une sorte de mamelon rocheux. Au lieu de contourner par la gauche, on a décidé de le contourner par la droite. Mais il fallait retraverser la zone nouveau ballon qui s'était créé suite au cyclone. Donc, on a installé la conduite et puis on lui a fait une protection bétonnée avec
toujours pareil, hein, beaucoup de malgaches. Eric, là, en l'occurrence. Ça, c'est la chambre de mise en charge créée par l'équipe précédente. Et nous, on a donc commencé à- à renforcer la conduite pour éviter qu'elle se fasse emporter ou abîmer par des chocs de blocs à la prochaine crue. Là, c'est une vue d'ensemble. Donc, l'eau arrive par là, dans le canal. Elle remplit la chambre mise en charge, puis elle repart dans le tuyau. Ensuite, on voit ici qu'on a un tronçon enterré. Et après, on se rapproche à nouveau de la rivière. Et là, il a fallu du coup bien ancrer la conduite à nouveau pour éviter qu'elle se fasse s'emporter à la prochaine lors d'une crue. Donc ça, c'est les tronçons enterrés. C'est ce qu'on aurait adoré avoir partout. C'est ce qu'on aurait dû. C'est ce qui était dans le tracé initial. S'il n'y avait pas eu l'emport de l'effondrement de terrain, c'était ce qu'on aurait dû rencontrer sur la majorité du linéaire. Bah, il y a juste à creuser, poser la conduite, emboîter et puis remblayer. Non, c'est un peu plus compliqué parce que on est proche du lit. Donc bah là, par exemple, si vous remblayez avec la rivière qui passe à côté, bah ça serait très vite emporté. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a du rocher et donc si on s'ancre sur le rocher, c'est plus pérenne que dans la terre puisqu'on n'a plus du coup plus de risque de mouvement de terrain. Ça, c'est, bah voilà, du coup, on a créé des massifs en béton armé. Donc là, c'est le coffrage. Quand vous manquez de planches, ça devient un exercice assez artistique. Et puis, au final, on a créé d'assez gros massifs dans cette zone-là parce que le risque, c'était plus que la conduite se mette à flotter en cas de crue parce qu'elle est vide actuellement, il n'y a pas d'eau dedans. Et donc, on a dû bien la lester dans cette zone-là pour éviter qu'elle, entre la mission de cette année et la mission de l'année prochaine, s'il y a une crue, elle se mette à flotter. Quand on était proche du rocher, on a pu s'ancrer directement dans le rocher via des scellements chimiques et des cerclages métalliques. Voilà, puis ça, c'est une photo de moi et les équipes en train d'assembler au tir fort, enfin, au palan, les conduites. Donc maintenant, je suis très fort en assemblage de conduites, hein. Si vous avez des conduites à assembler chez vous, n'hésitez pas. Là, c'est jusqu'où on a réussi à aller. Et puis après, là, ça devenait très raide. Et puis on voit qu'ici, il y a la rupture de pente nécessite la mise en place de coudes. Et, et ça, l'ancien tracé ne nécessitait pas autant de coudes que le nouveau tracé. Donc on était un peu coincé. On a dû s'arrêter à ce niveau-là. Là, c'est une vue de la suite du tracé. On voit les bouts de tuyaux en bas, qui sont eux à peu près à l'horizontale. Et bon, c'est difficile de se rendre compte, mais c'est assez raide et puis ça fait pas mal d'angles. Donc on a fait un relevé pour identifier combien de coudes il nous fallait. Donc nous, on est arrivé jusque-là. Euh, Là, c'est le col qu'on voyait sur la photo. Et donc, il faut une dizaine de coudes. Après, cette partie-là, elle est à nouveau facile. On peut la poser principalement en enterré. Il faut savoir que les tuyaux font 6 mètres et ils permettent une déviation de 3 degrés à chaque emboîtement. Ce qui permet de prendre des courbes assez larges, mais les virages, les ruptures de pente assez brutales, on est obligé d'acheter des coudes préfabriqués. Le coude en lui-même coûte pas très cher, par contre, il s'est fabriqué en Turquie et bah, tout le trajet, tout le matériel prend le même trajet que nous, on a pris à l'aller, c'est-à-dire qu'il arrive à Tamatave, donc un des ports, le port principal de l'île. Ensuite, il repart sur une barge, il arrive à Mananar et après, il faut qu'il fasse donc les 7 heures de 4x4. Et ensuite, il faut que des villageois les montent à dos d'homme, donc avec 200 mètres de dénivelé, jusqu'au chantier. Euh, Donc ça, c'est ce qui reste à faire en termes de conduite forcée. Ensuite, on va arriver sur la zone de l'usine. Là, c'est les phases de construction. On voit la tranchée qu'on a faite pour mettre la conduite. Et puis ici, c'est ce qu'on appelle le canal de fuite. C'est là où l'eau va ressortir.
Donc, l'eau arrive par le tuyau, passe à travers la turbine, tombe dans le canal de fuite. On retrouve, donc on a bien la roue qui tourne ici avec c'est la courroie qui est entraînée, qui entraîne l'alternateur. L'alternateur donne un transformateur et une régulation électronique qui, s'il y a trop d'énergie, dit plus d'énergie, qui assure l'équilibre entre les résistances qui sont dans le canal ici, qui chauffent. Si on a besoin d'énergie, plus d'énergie au village, ben, elle chauffe un peu moins. Et si on a besoin de peu d'énergie au village, ben, la turbine fait chauffer l'eau. Mais de quelques degrés seulement, puisque l'eau est renouvelée en permanence par l'eau qui arrive depuis la fuite. Donc là, c'est la construction du canal de fuite avec bah, Georges, Joël, Gilles, Dim Bisson ici. Ah non, c'est pas lui. Euh, et puis après, bah, on coule une dalle. Alors ça paraît simple comme ça. Donc on voit qu'il faut du sable, euh, des cailloux, du ciment, des ferrailles. Il faut savoir que les ferrailles, il n'y a que des barres, on ne trouve pas de treillis soudés. Chez nous, on peut acheter directement les plaques avec des croisillons comme ça. Là-bas, c'est que des barres, donc il faut ligaturer, enfin mettre un petit bout de fil de fer pour tenir les barres entre elles à chaque endroit. Donc ça fait un travail long et fastidieux. Euh, et puis pour faire le ciment arrive aussi par le même chemin que avec les 7 heures de 4x4 puis Adodome. Un sac de ciment, c'est 50 kilos, il faut qu'il les monte. On a besoin quand même de pas mal de ciment. Par contre, le sable et les graviers, on les trouve sur place. Les graviers sont faits en cassant des rocailloux à la masse et le sable est récupéré au fond du lit de la rivière. Et pour la bétonnière, c'est comme ça. Pour le sable, c'est souvent les femmes qui s'y collent. Il faudra que la prochaine fois, je demanderai pourquoi c'est les femmes qui. Je n'ai pas pensé à demander, mais c'est souvent les femmes qui vont chercher le sable dans la, dans la rivière. Et donc voilà, à la fin de la mission, euh, l'état de. Donc il y a le canal de fuite qui est en dessous. Là, ce trou-là, ça va servir à mettre la turbine pour que l'eau puisse descendre dans le canal de fuite. Et ce trou-là permet à le, la mise en place des résistances de décharge qui sert à chauffer, enfin, à évacuer l'énergie électrique quand on n'utilisera pas au village. Il y a déjà une partie des gaines de réservation qui ont été installées, ainsi que les armoires électriques, les coffrets électriques. Ça, c'est le coffrage du canal de fuite. Donc, on est en dessous de la dalle que vous venez de voir. Voilà, ils sont très très forts avec le travail du bambou. On a quand même eu quelques soucis, hein, parce que voilà, enfin, moi j'étais là, je dis mais c'est comment on va faire? Et on se retrouve avec un énorme bloc de rocheux comme ça au milieu de notre chantier, c'est pas possible. Et ben c'est pas, ils savent faire. Ils ont Armand qui est le tailleur de pierre. Et on a tous essayé de faire aussi bien que lui, mais on n'y arrive pas. Il arrive à lire les infractuosités dans les pierres. Il plante des coins au bon endroit. Il est tout maigre, mais il tape très très fort. Et, ah, et après, il casse le gros caillou en deux, puis encore en deux. Puis à la fin, ils sont suffisamment petits pour qu'on arrive à les rouler sur le sol et à les glisser, à les envoyer dans la pente.
Donc on revient sur notre schéma général. Euh, le tracé donc, qui contourne par la gauche. À l'origine, on voulait passer un peu plus comme ça. Et ensuite, bah, il faut ramener l'énergie jusqu'au village. Donc les villageois, courant l'année dernière, ont créé une piste de 2 km pour rejoindre la centrale. Et là, vous avez déjà un des câbles qui va servir à évacuer l'électricité. Voilà, tout ce que vous voyez là, c'est des supports à. Là, c'est l'arbre qui sert de support. Et puis en dessous, ici, c'est la vanille, la plante grimpante. Là, c'est les villageois qui font une tranchée qu'on voit ici, là, latérale, pour rejoindre pour pouvoir enfouir les câbles électriques. Ensuite, pour monter les tourées de câbles, on se dit, mais comment on va faire? Mais en fait, enfin, moi, je me disais, comment faire? C'est pas possible. En fait, avec un villageois tous les 3 mètres, ça marche. Vous pouvez monter un câble de 300 mètres. C'est pas simple, mais ça marche. En tout cas, c'est vraiment agréable parce qu'il travaille toujours souriant, dans la bonne humeur. Ça change de. J'en dirai pas plus. Euh, et là, c'est le local électrique à l'arrivée au village parce que pour faire cette distance-là, nous en Europe, on élève la tension 20 000 puis jusqu'à 400 000 volts pour les grandes lignes qu'on voit pour transporter l'énergie sur de longues distances. Et donc à Ambodium MP, on élève la tension à 990 volts. euh, pour pouvoir, en gros, ça nous impose de mettre des transformateurs en plus, donc ici dans ce local et puis aussi dans le local de l'usine. Et par contre, ça permet de réduire la taille des câbles. Comme on a, il y a donc retrouve le tracé. euh, Quand on était sur site, Julien et Dim Bisson ont eu l'idée de. Un des soucis, c'est l'alimentation en eau potable du village actuellement. Soit ils prennent l'eau dans la rivière, mais elle n'est pas forcément très propre. Et ils ont déjà l'habitude de ne boire que l'eau de cuisson du riz, mais malgré ça, il y a quand même pas mal de. Je crois que la qualité de l'eau est quand même le principal responsable de la mortalité avec l'absence de médicaments. Et pendant qu'on y était, c'était la saison assez sèche. Et actuellement, la seule source d'eau pour 2000 habitants, d'eau propre pour 2000 habitants, c'est celle-ci, quoi. Bah, du coup, ils prennent l'eau de la rivière et ils la font bouillir, mais c'est pas parfait. Donc, euh, comme on s'est dit, bah, le tracé de notre fil, on va dire, comment on dit, de nos câbles électriques vont assez loin, on pourra en profiter pour enterrer un tuyau d'eau. Et donc, on a imaginé pouvoir capter l'eau d'un vallon à proximité du village pour le ramener jusqu'au village. Donc ça, l'idée, c'est que on ne peut pas non plus mener tous les projets en même temps. Donc, on va mettre le tuyau dans la partie commune, voire aller jusqu'à dériver de l'eau pour la ramener jusqu'au pied du village. Mais on va dire que on va prendre les sujets aussi un par un. Et la priorité, c'est d'abord de finir le projet d'électrification et dans un deuxième temps, de fiabiliser l'approvisionnement en eau propre. Euh, le, donc là, le local que vous avez vu là, où il y aura le transformateur, il se trouve ici. Et ensuite, il faudra
à venir alimenter toutes les maisons les unes après les autres. Et là, l'idée, c'est de créer de former des gens et de créer un savoir-faire pour que euh, la phase, l'électrification des principaux bâtiments, écoles, communes, mairies, soit faite dès le départ du projet, mais l'électrification de chaque maison, elle soit portée par des gens du village, sachant qu'ils ont voilà, clairement ils n'ont pas forcément déjà le savoir-faire, mais après quelques jours de formation, ils ont clairement les capacités de, de le faire bien, quoi. Et donc là, il y a quelques coffrets déjà qui ont été installés, premiers coffrets qui ont été installés dans le village, grâce notamment à Marius. Bah là, vous trouvez l'habitat traditionnel, donc derrière les champs de riz. Ce qui est assez surprenant aussi, c'est que malgré l'isolement, bah, vous avez le réseau téléphonique partout, GSM. Euh, la moitié de la population a un téléphone mobile. Assez peu ont la data parce que ça coûte assez cher, mais si vous avez les moyens, vous avez la data et vous avez accès au réseau Internet mondial, même dans des endroits tout aussi reculés. Là, c'était pour vous présenter un peu notre campement. Donc, c'est fait avec des bambous, des tôles ondulées. Nous, on vivait là-dessous, quand on n'était pas sur le chantier. Ici, c'est la douche, donc avec un tuyau d'eau pris dans le torrent. Voilà, là, c'est un stockage de matériel. Là, c'est le futur emplacement de la conduite forcée qui va passer là-bas derrière. Ça, c'est les toilettes. Là, un stock vous voyez, nos éléments de conduite, voilà, qui attendent d'être posés. Euh, L'environnement enfin, qui est magnifique, hein. Par contre, ben, on a chacun notre petite tente sous voilà, une table, et puis chacun notre petite tente. Euh, on était plutôt bien. Après, l'après-midi, il faut savoir il y a des jours, il faisait bien 30 degrés, 100% et très humide. Et c'est vrai que nous, ben, voilà, Européens, on n'était pas très habitués, donc c'était assez fatigant. Euh, Et on en a profité, enfin surtout Eric et Jean Morel ont passé beaucoup de temps à sensibiliser les gens sur les risques électriques et à former des gens sur comment, quelles sont l'architecture générale d'un réseau électrique, les protections. On a vraiment eu beaucoup de monde. Je pense on a dû sensibiliser plus de 500 personnes au risque électrique, notamment grâce à Eric et Jean Morel que vous voyez là. Alors, il y avait des journées pour les adultes, il y avait des soirées pour les adultes, des soirées pour les enfants. On faisait ça par classe, niveau de classe, enfin, niveau de classe. Alors, c'est pas tout rose tout le temps non plus. Là, on discute avec les chefs les anciens du village parce qu'il y a eu des sacs de ciment qui ont disparu parce que c'est compliqué de gérer toute la logistique comme enfin, vous voyez tout le parcours et la quantité de matériel qu'il y a à gérer. Donc là, il y avait une discussion entre euh, les anciens du village et puis les responsables de SF sur comment on pourrait s'organiser pour éviter voilà, que ça se reproduise. Et puis, bah ça, c'est juste un petit exemple pour dire que même si on ne parle pas même langage et on communique juste avec des gestes et quelques mots, on peut bien se marrer quand même. C'est utile.
On avait aussi souvent la visite des enfants qui nous regardaient travailler parce que, enfin, les jours où il n'y avait pas classe. Donc c'était, voilà, on était en contact, même si on était assez isolé, loin du village, au final, on était quand même, on voyait peut-être peu la vie du village parce qu'on était focalisé sur notre chantier. Mais entre tous les malgaches qui venaient nous aider, les villageois qui venaient nous aider et les enfants qui venaient faire un tour pour voir à quoi ça ressemble des blancs, c'était, puis tout le monde très souriant, très sympa, c'était vraiment agréable. Et là, bah, ça, c'est la Dream Team au moment du repas. Voilà, on a vraiment, je pense, tissé des liens forts à cette occasion. J'en profite pour remercier tous les sponsors qui ont fini, qui financent en fait bah, le budget de la mission, hein. Les plus gros financeurs, c'est Fondation EDF, Synergie Renouvelable et la CCAS. Euh, je vais vous présenter rapidement ce que fait la Fondation EDF, mais globalement, c'est 10 millions d'euros qui sont alloués sur des projets accompagnant la transition écologique et sociale, toujours avec un souci d'efficience et d'intérêt général. Et puis, l'idée aussi, c'est voilà, d'associer les salariés. Donc moi, c'est dans ce contexte-là que j'ai pu partir sur cette mission. Parce que la fondation EDF, à la fois d'un côté est financeur, mais de l'autre, elle met ce qu'elle fait elle envoie des volontaires EDF, donc elle met à la disposition des associations des volontaires du groupe EDF. euh, voilà, des entités qui. Donc là, par exemple, en 2024, il y a 52 volontaires qui ont pu participer à différents projets pour différentes associations. Euh, dans des missions de développement à l'étranger. Alors, c'est beaucoup quand même. L'hydroélectricité, c'est quand même pas du tout. Enfin, c'est une goutte d'eau. Il y a beaucoup de projets de photovoltaïque pour éclairer des écoles, faire du pompage solaire, éclairer des dispensaires. Et il y a aussi beaucoup de formations de manière générale à la gestion, à aux travaux électriques. C'est assez varié. Mais hydroélectricité, ouais, c'est Epsilon. Et puis la CCAS a organisé un voyage solidaire au, à Madagascar. Et donc, ils sont venus nous voir sur le chantier. Et donc, si vous êtes curieux si vous avez accès à la CCAS et que vous êtes curieux de découvrir un pays, certes pauvre, mais avec des gens vraiment très sympas et une faune et une flore extraordinaires, n'hésitez pas à y aller si vous n'avez pas envie de faire du béton 10 heures par jour et de dormir sous une tente, ça peut être une bonne option. Euh, et sinon, vous pouvez aussi venir faire du béton. Non, je vais vous parler des besoins du projet. Ben, on a du mal comme vous avez vu, on doit modifier le tracé, on doit relivrer des coudes, ça va nous amener à faire plus de massif en béton. Donc on a du mal un peu à boucler le budget. Donc pour ceux qui peuvent, vous pouvez faire des dons au projet via Hello Asso. Donc vous tapez Hello Asso, dons, Énergie sans frontières et Madagascar, et puis vous pouvez donner des sous. Pour les sociétés, on peut déduire 60% du montant. Et, et pour les particuliers, on peut faire une déduction fiscale de 66% du montant donné. Il y a aussi une grosse mission qui se prépare à l'automne 2025. Le but, c'est euh, d'à la fois finir la partie génie civil enfin, le but, c'est qu'il y ait électricité au village à la fin de 2025. Donc, il y a une double mission, d'abord génie civil, puis électrique, mise en service qui se prépare. Euh, en général, les actifs partent un mois, souvent via la fondation EDF, les retraités un mois et demi. Il faut des compétences en maçonnerie, en électricité, il faut être en bonne, voire très bonne santé.
Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter n'importe quel membre de l'association ESF pour en discuter. Pareil, si c'est par rapport à l'avion Fondation EDF, on peut vous expliquer pour ceux qui sont du groupe EDF sur les démarches, comment participer. Après, il faut avoir conscience qu'au niveau d'Hydrostadium, voilà, on est une petite entité. C'est pas possible de faire partir trop de monde en même temps non plus, quoi. Et puis on cherche aussi, il y a des projets connexes parce que le but enfin, en étant sur place, on voit vraiment tous les besoins et puis en échangeant avec les gens sur place qu'il peut y avoir. Il y a les villageois sont en train de monter une association une coopérative de producteurs de vanille. Il faut savoir que le système est en train un peu de se libéraliser. Avant, c'était très administré. Et du coup, il y a des opportunités pour qu'ils créent leur propre coopérative qui enverrait, ça passe par tout un tas de certifications et d'autorisations, mais qui pourrait envoyer de la vanille directement en France, donc certifié Fairtrade, Max Havelaar et biologique. Donc si vous connaissez des gens qui sont acheteurs de vanille, de ce type de vanille, si vous pouvez nous mettre en contact, ça serait super. On a pu voir aussi que le système de santé est complètement, c'est tellement isolé et on peut le comprendre, hein, c'est tellement difficile d'accès que, voilà, et puis il y a des priorités tellement partout au Madagascar que, Body-MMP, en gros, il n'y a pas peu ou pas de médicaments, quoi, hein. Si vous êtes malade, c'est pas gagné. Et là-dessus, s'il y a des associations qui sont intéressées pour s'investir, la force d'EmbodyMMP, c'est qu'il y a vraiment euh, ça se tire pas dans les pattes. Il y a vraiment un partage. Il y a des gens très moteurs. Donc, les projets qui sont faits à BodyMMP sont l'argent est démultiplié, il y a une énergie derrière qui est mise en œuvre qui est vraiment fabuleuse, quoi. Et puis dans un deuxième temps, il faudra que, alors là, il y a les compétences à ESF, c'est plutôt des partenaires financiers qu'il faudra trouver si on veut aider. Mais après, il y a aussi pas mal de compétences déjà à travers le projet qu'on a fait et puis présente au village qui vont pas forcément nécessiter enfin, ça se trouve, les villageois seront tout à fait capables sur une partie, juste avec quelques conseils, de faire eux-mêmes. Mais malheureusement, en termes ils n'auront jamais, en tout cas pour l'instant, les moyens financiers de financer eux-mêmes la main-d'œuvre, ils l'ont, mais tout ce qui est bien matériel, le ciment, principalement le ciment d'ailleurs, et la ferraille, ça, ils n'ont pas les moyens de se le payer, quoi. Voilà. Moi, je voulais juste, voilà, enfin, c'était vraiment une expérience humaine extraordinaire dans ces temps où tous les pays cherchent à se faire la guerre, de voir que comme ça, des peuples assez différents, assez éloignés peuvent collaborer, c'était vraiment, enfin, c'est une source d'espoir, hein. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à espérer que ce petit câble là, que vous voyez au pied de la route, une fois qu'il y aura l'électricité dedans, les enfants que vous voyez au fond là, ils soient plus obligés de faire quelques heures de marche chaque jour pour aller chercher du bois pour faire bouillir la marmite. Et que si on ne coupe plus les arbres pour faire bouillir la marmite, le bel euh, animal que vous voyez à droite garde son milieu. Son arbre pour vivre dedans et puisse perdurer le plus longtemps possible. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention. Si vous voulez, on peut prendre quelques questions. Ça va être un peu compliqué parce qu'on est assez nombreux, mais moi je suis disponible si vous le souhaitez.
Et puis, si vous préférez me recontacter ou recontacter d'autres membres de l'association ultérieurement, euh, c'est peut-être plus simple aussi. Euh, Martin, je suis Pierre Millet, je suis le président de l'association SF et je voulais te féliciter de la présentation que tu as fait du projet et de la qualité du travail qui a été réalisé de leur dernière mission. Et c'est vrai que ce projet est ambitieux. On est au sein de SF nombreux à avoir travaillé là-dessus. Le projet n'est pas terminé, mais félicitations pour tout le travail qui a été réalisé jusqu'à présent. Et en tout cas, félicitations aussi pour ta présentation. Bravo. Merci beaucoup. Eh ben, Voilà. Moi, j'avais une question, Martin, c'est ouais, Farid. c'est Farid. Bon, super expérience, génial, c'est super. Bon, bien sûr, on se refait pas, je vais te poser une question technique. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité d'utiliser en fait la chaleur qui était utilisée, qui vous permettait de stabiliser la vitesse là, sur la machine et de la mettre plutôt à proximité du village et exploiter la chaleur en fait et peut-être faire bouillir de l'eau avec et générer, enfin, pour éviter de. Est-ce Ah, que ils peuvent c'était quelque déjà le chose, c'était faire. En envisageable? fait, ils peuvent déjà le faire parce que si ils branchent de l'eau à bouillir dans le village, ils vont récupérer s'ils ont besoin de la chaleur, ils vont prendre toute l'énergie dont ils ont besoin et les résistances dans le canal de fuite vont arrêter de chauffer. Donc ça, ils peuvent déjà tu vois, Ouais, le- je vois le truc. ouais, Ouais. Mhm. ouais, Bah, ok. l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'un petit peu autonome, tu sais, en bas, à proximité du village, avec une réserve d'eau, mais qui dès lors que, pendant la période où la consommation est très faible, en fait, que le traitement de l'eau se fasse Mhm. automatiquement, quoi. Je sais pas, c'est peut-être. Mais je Non, vois, mais ouais, je par contre, comprends. ça peut être une idée. C'est peut-être une idée à explorer au moment où, parce que là, le problème qu'il va y avoir, c'est que si tout le monde se met à cuire, l'éclairage, ça consomme rien, ou très peu, avec les LED. Mais si tout le monde se met à cuisiner à l'électrique, ça va devenir, Mhm. c'est comme chez nous, si tout le monde allume son cuiseur en Ouais. même temps, il y a un problème. Donc l'idée de faire un stock collectif d'eau chaude pour, je ne sais pas de quelle manière imaginer, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a peut-être Mhm. un truc à imaginer de stockage temporaire d'énergie plus proche du village pour éviter ces pics de consommation. Mais on en est loin, on en est loin, parce que dans le sens où ils ont l'habitude de cuisiner au bois et faire évoluer les habitudes, ça prend du temps. Donc, déjà, le premier usage qu'ils attendent, c'est ils ont des décortiqueuses qui servent à séparer le riz, les grains de riz de la petite peau qu'il y a autour, qu'ils alimentent actuellement avec des groupes diesel où l'approvisionnement du diesel ou de l'essence leur coûte une fortune. Donc, ça sera très utile de l'alimenter directement avec la centrale. Et puis, l'autre aspect, c'est avoir l'éclairage. Ils n'ont pas besoin de chauffage parce qu'il fait Ouais, je le comprends. climat est assez il fait 15 degrés l'hiver et 30 l'été. Donc Hmm. euh, Ok, merci. Pour compléter la réponse de Martin, lorsqu'on a travaillé sur le dossier technique de l'ADER et en particulier le business plan, dans le dossier technique, il fallait justifier la consommation. Pourquoi 60 kW et pas 150 kW ou 25 kW? Bah oui, qu'est-ce qu'on met comme appareil électrique? Alors, il y a les décortiqueuses, il y a les télés, il y a les frigos, etc. Et on avait été évoqué des marmites électriques et des cuiseurs électriques. Bon, c'est très bien, mais voilà, à un moment donné, si tout le monde se met avec ça, c'est pas évident. Et puis on voit culturellement aussi, pas certain que tout le monde se mette au cuiseur électrique. Euh,
Et là-dessus, la consommation de l'électricité durant la journée, puisque ce groupe, cette machine fonctionne 24 heures sur 24. La machine identique de 20 kW qu'on a placée en Banizan en 2017, lorsque j'ai été la voir en 2023, elle dépassait les 45 000 heures. Donc, un fonctionnement quasi continu. Elle a été arrêtée pendant quelques mois à cause d'un cyclone. Et fin d'année ou début d'année prochaine, on verra, mais il y aura une mission d'évaluation préparée par ESF qui va aller en Banizan et qui va poser un certain nombre de questions, une mission d'évaluation sociétale, économique et technique. Et on aura l'occasion de demander aux villageois, 7 ans après, si leur consommation d'électricité a évolué, qu'est-ce qu'ils ont acheté comme appareil électrique et si effectivement pendant la nuit est-ce qu'il y a des frigos qui sont mis en place et qui fonctionnent la nuit pour consommer l'électricité de la nuit. Sinon effectivement oui, il faudra voir comment exploiter l'électricité pendant les heures creuses. Mais il y a eu dans le dossier technique, il y avait toute une courbe de production d'électricité, de consommation d'électricité pendant la journée. Il y a Michel Pevet de SF qui a travaillé pendant des journées entières là-dessus pour faire des scénarios de consommation. Voilà. Et puis, merci. Oui, en tant que responsable de projet, moi, je remercie vraiment tous les gens qui travaillent dessus, toute l'équipe, qui vont sur site, qui vont pendant 5 semaines, 6 semaines sur place dans les conditions que vous avez vues pour faire les travaux, qui préparent ça en France d'abord. Donc, merci à eux. Merci aussi aux villageois qui nous aident. Et puis, voilà, l'objectif, c'est fin d'année qu'il y a de la lumière dans le village. Et merci Martin pour ta présentation, très très bien. Très bien, merci. Okay. Merci à tous ceux qui sont connectés. Puis on va peut-être s'arrêter là. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers l'association si vous avez des questions. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci Martin, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Super intéressant. Merci. Merci tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir.